magazine de l'innovation dit évidemment matériaux innovants et j'ai le plaisir en fait de recevoir donc Quentin Hirsinger. Quentin a fondé une matériothèque. Alors parlez-nous de cette matériothèque. Matériaux, c'est un service qu'on a créé il y a maintenant 20 ans, c'était au début du siècle. Et l'idée est toute bête, elle est de montrer à des professions de création, ça veut dire archi, design, mode, événementiel, packaging, coutellerie, industrie du luxe, monde automobile, très très large secteur, de montrer donc à ces différentes professions de création un tas de matières avec lesquelles ils n'ont pas l'habitude de jouer. Donc nous, notre travail, c'est d'identifier partout dans le monde des producteurs de matières que je vais dire singulières, innovantes, atypiques, moutons à 5 pattes, et de mettre ensuite ces différentes matières un peu extraordinaires à disposition des utilisateurs du service afin qu'ils découvrent quelque chose qui au départ vient de l'industrie de la filtration et dont ils vont éventuellement vouloir s'emparer pour l'automobile. On va leur montrer quelque chose qui vient de l'hospitalier et qui va être utile pour l'architecture, que sais-je. On est vraiment là pour simplement identifier ces matières et favoriser cette idée de décloisonnement des différents secteurs pour l'emploi de ces matières. Ah oui, alors expliquez-moi cela. Est-ce que vous avez un exemple ? Alors l'exemple que j'aime beaucoup concernant cette idée de décloisonnement, de cross-fertilisation des matières, c'est un matériau que j'avais découvert à un salon sur les composites qui ressemble au départ à rien. C'est une petite poudre blanche, comme ça, elle fuit d'ailleurs, une petite poudre blanche, c'est en fait des microsphères de verre. Donc il faut vraiment imaginer que c'est comme des ballons de football tout petits, et c'est utilisé dans l'industrie de la plasturgie pour être intégré à des résines et changer les propriétés mécaniques de ces résines. Ça va les alléger, ça va les structurer, ça va leur donner un éclat particulier, mais cette poudre très très légère sert à la plasturgie. Et moi j'étais très intéressé parce que c'est effectivement quelque chose qui est très très léger, qui est presque évanescent. Si je mets mon doigt dedans, je ne sens pas la matière, et c'est presque ce côté fluide qui, moi, m'intéressait dans ce matériau. Et en discutant avec l'industriel, il m'a expliqué justement tout un principe de sortie de ce matériau de son univers de base, plasturgie, industrie plastique lourde, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient 15% de leur production qui partait dans la pisciculture. Et ils se sont dit, mais mon Dieu, la pisciculture, pourquoi ? Donc ils ont envoyé un de leurs commerciaux chez un de ses clients piscicoles et il leur a dit, mais ça vous sert à quoi les microsphères de verre ? Parce que vous ne fabriquez pas des plastiques, vous produisez du saumon, de la truite, etc. Et le pêcheur leur a expliqué qu'il avait des grands bassins dans lesquels il élevait effectivement ces truites, mais que tous les 3 mois, il était obligé de nettoyer ces bassins parce que peu à peu, l'eau devenait impropre à la vie du poisson. Il y avait un taux de mortalité qui augmentait, c'était pas bon. Et donc, tous les 3 mois, il devait sortir les poissons, les mettre dans un autre bassin, vider le bassin, nettoyer le bassin, remettre de l'eau dans le bassin, remettre les poissons. C'était très, très fastidieux. Et il s'est rendu compte qu'en mettant un petit peu de microsphère de verre dans l'alimentation des poissons, ça allégeait les déjections, elles flottaient à la surface et il n'avait plus qu'à racler les grands bassins, les grandes piscines par le haut, plutôt que de s'embêter à vider le bassin. Alors ça peut faire peur concernant la filière agroalimentaire, mais moi j'aime beaucoup cet exemple parce que ça montre à quel point 3M dans leur bureau, ils ne peuvent pas envisager ce type d'emploi. Ils ne peuvent pas se dire « mais ça ne serait pas utile pour alléger le popo des poissons, ces trucs qu'on fait pour la plasturgie ». Non, ils ne peuvent pas. De même, nous, notre travail, ce n'est pas du tout d'imaginer les emplois. Mais on a une espèce de force déclarative où on est là pour dire à nos membres « ce truc-là, ça existe ». Voilà les informations qu'on a dessus, voilà les caractéristiques singulières qu'on a pu noter là-dessus, et que chacun des membres, dans son coin et avec ses besoins propres, se dise « Ah, ça m'intéresse » et s'approprie cette matière. Donc vraiment, des milliers de coups de projecteur sur des milliers de matières innovantes, singulières, atypiques, etc. Ça veut dire qu'il faut rester en permanence en contact avec cette bibliothèque d'innovation pour être alimenté et le mettre en fait dans sa R&D. Ben c'est vraiment le principe de matériaux, c'est-à-dire qu'on fait du push d'informations quotidien auprès des membres pour que d'une part, ça réponde à leurs besoins quotidiens concernant les projets sur lesquels ils travaillent, et puis éventuellement, et je trouve que c'est toujours très très excitant pour nous,
que la découverte d'un matériau dont ils n'avaient pas du tout idée les emmène vers un nouveau projet, vers une nouvelle utilisation, vers ce genre de choses. Et ça c'est génial. Et d'ailleurs, on peut tester chez vous ces matériaux, on peut... Non, on n'est pas laboratoire d'analyse ni de test, on est vraiment là pour identifier, donner les premières informations de base sur ces matériaux et qu'ensuite nos membres contactent directement les industriels. La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas reprendre le discours commercial et les argumentaires de l'industriel, on va rester dans du factuel relativement simple, le but étant que le membre intéressé se dise « Ah, je veux en savoir plus » et ensuite, lui discutera directement avec l'industriel. Mais on ne vend pas ces matériaux, on n'a aucun lien économique avec les industriels, on n'est pas là pour faire de l'analyse, on est là pour dire « ça existe et c'est telle structure qui fait ça ». Donc un outil formidable pour les équipes de design et de R&D et éventuellement les artistes, enfin tout ça. Pour un tas de secteurs, c'est ça qui est marrant, c'est que depuis la création de matériaux, c'est des gens qui sont des designers, c'est des gens qui sont dans le marketing, c'est des gens qui sont des artistes, des photographes, des gens dans l'événementiel qui adhèrent à matériaux et qui ensuite l'utilisent sur leur projet. Mais c'est effectivement une palette très très large et on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure concernant le décloisonnement, c'est qu'on a, nous, une lecture qui n'est pas très très fine des utilisateurs du service parce que c'est effectivement une population très très large. Ok. Et du coup, en fait, vous nous avez apporté des matières, notamment le bois, qui a aujourd'hui, disons, une polymorphisation, je ne sais pas comment on peut dire, pour pouvoir l'exploiter de différentes manières. Le bois, j'aime bien en parler. Bon, d'abord, ça plaît énormément actuellement, pour des raisons qu'on connaît tous les deux. Mais par ailleurs, c'est souvent vu comme un matériau un petit peu ancien et que ce n'est pas là que se passe l'innovation. Et ce qu'on peut voir, nous, dans les différentes familles de matières qu'on traite quotidiennement à matériaux, c'est que quel que soit le domaine, que ce soit du bois, du verre, de la céramique, des textiles, des polymères, des composites, des produits verriers, etc., on a dans toutes ces différentes typologies de matières des innovations phénoménales. Dans le bois, par exemple, on fait de la mousse de bois maintenant, ce qu'on ne savait pas faire auparavant, et ce qui est très très intéressant pour alléger et structurer en même temps certaines choses. On fait du bois qui va devenir progressivement transparent, on va faire des bois renforcés. Là, je vous ai apporté 2 échantillons. Un qui est plus dans le côté un peu décoratif, mais qui est superbe, je trouve. C'est, je vais dire tout bêtement, sauf que c'est plus complexe que ça, mais tout bêtement un textile avec des tesselles d'essence fine de bois qui sont collées dessus. Et ça a pour moi 2 effets magiques. D'abord, ça structure le textile. Il a toujours une vraie fluidité, mais une fluidité, je vais dire, par à-coup. Et en même temps, quand on a des grands échantillons et qu'on les bouge un petit peu, vous avez un espèce de son presque d'orage lorsque vous le gigotez comme ça, et c'est assez magique. Et en plus, ça vit à la lumière d'une façon qui est, je trouve, très très belle. On dirait un effet peau. Oui, et quand les tesselles sont encore plus petits, on a ce côté proche du cuir ou de la peau de ce type d'essence qui, pourtant, du bois, 100% du bois, enfin 100% en couverture, est monté sur textile. Et pour aller dans un autre sens, et là plus technologique, c'est une des dernières avancées dans le mariage entre le bois et d'autres matières. Et là, c'est une espèce de fusion littérale entre le bois, en l'occurrence c'est du Wenge, et du métal. Avec une des applications envisagées, c'est par exemple de la coutellerie, où on a un espèce de monobloc qui est entièrement donc en bois, mais on a fait une projection de gouttelettes de métal en fusion, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait avec une technoplasma très très particulière, et on projette ce métal pour qu'il se marie de façon presque intime avec le bois, qu'il ne fasse plus qu'un, et ensuite on a comme ça le tranchant qui est en métal, mais en même temps l'ensemble du couteau qui est en bois. Et les propriétés sont identiques à celles d'un couteau, par exemple couteau japonais ou ce genre de choses. En fait, il y a une résistance supérieure. Le tranchant va être réellement du métal, donc on va avoir exactement le même type de tranchant qu'avec un couteau plus classique. Tout l'enjeu était de ne pas créer de faiblesse dans le mariage entre le bois
et le métal, sachant que le bois et le métal ont d'abord des qualités très très différentes, ils ont des phénomènes de dilatation qui sont très, très différents, donc c'est vraiment là qu'est l'enjeu. Mais dans cette technique de projection plasma, il y a vraiment un mariage intime presque moléculaire entre le bois et le métal, ce qui fait qu'effectivement on va gagner cette espèce d'homogénéité dans les caractéristiques de cette frontière de matière fusionnée, ce qui va permettre d'avoir quelque chose qui, qualitativement, est tout à fait comparable à un couteau classique. Et vous nous avez parlé aussi, en fait, on avait parlé de matériaux écologiques. Et là, en fait, vous nous avez dit, on ne peut pas parler complètement de matériaux écologiques si on ne prend pas conscience, en fait, du système de production, d'usage et de recyclage. Oui, c'est effectivement une question qu'on nous pose quotidiennement et une question qui, systématiquement, un petit peu me hérisse le poil. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les gens veulent qu'on leur montre des matériaux écolos, ce qui voudrait dire qu'il y a d'un côté, effectivement, certains matériaux qui sont clairement identifiés comme étant gentils pour l'environnement, et puis d'autres qui seraient méchants pour l'environnement. Et on essaie à chaque fois d'expliquer qu'effectivement les choses sont beaucoup plus complexes que ça et qu'il est urgent aujourd'hui d'arrêter de vouloir donner des notes aux matériaux, mais beaucoup plus de s'attacher à l'emploi qu'on fait de ces matériaux. Donc par exemple, vous me demandiez un matériau écolo, exprès, je suis venu avec cette bouteille plastique. Vous, comme moi, on a tous des biais cognitifs qui nous font nous dire que ça, c'est pas vraiment la quintessence du matériau écolo. Oui, c'est un peu de la provocation quand même. Hein. C'est de la provocation sans être de la provocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces bouteilles plastiques sont des éléments qui se retrouvent dans la mer, polluent énormément, sont utilisés d'une façon totalement aberrante parce que c'est une matière qui a énormément de qualité et on va l'utiliser pour du one-shot, quelque chose, j'achète ma bouteille, je bois dedans et ensuite je la jette et je n'imagine pas ou je ne prends pas conscience de ce que ça devient après. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces bouteilles-là, même si c'est dit recyclable, c'est recyclable en sous-produit. C'est-à-dire qu'avec cette bouteille, une fois qu'elle est recyclée, je ne refais pas une bouteille, mais je fais éventuellement un pull avec des microfibres, puis un torchon pour nettoyer les machines, puis ça devient un déchet ultime. Et puis la plupart des bouteilles se retrouvent à la mer. Donc aujourd'hui, ce matériau-là, c'est une catastrophe. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des sociétés, notamment une société française, qui arrivent à récupérer ces bouteilles et en refaire 100% de la matière vierge. C'est-à-dire qu'avec cette même bouteille, ils vont refaire de la bouteille. Et là, on rentre dans un cercle qui est très très vertueux, parce qu'effectivement, c'est une matière qui est très légère, donc pour le transport, c'est très très bien. C'est une matière qui est totalement étanche, donc d'un point de vue sanitaire, c'est très très bien. C'est une matière qui peut tout à fait durer dans le temps, donc d'un point de vue économie de matière, c'est très très bien. Et à partir du moment où effectivement l'humain a eu l'intelligence d'installer la filière qui permet d'être en boucle, ça permet de ne plus épuiser les ressources naturelles, parce que cette même matière, elle va pouvoir faire 10 000 fois la même bouteille, et en consommant très peu d'énergie pour la remettre en forme. Donc ce truc-là, qui est une cochonnerie aujourd'hui, peut être la quintessence du matériau écolo, si jamais nous, on intègre un petit peu cette dimension circulaire. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que matériaux écolos, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on fait de la matière qui, effectivement, va aller plus ou moins dans le bon sens par rapport à un vrai souci aujourd'hui environnemental. Absolument. Donc, quand on choisit une matière, il faut vraiment se poser la question de la circularité. Ça, c'est le message que vous voulez faire passer. Il faut accepter la complexité de tout ça et sur chaque projet, ne pas se dire « Ah bah tiens, je vais prendre du bois parce que c'est gentil et je vais pas prendre de plastique parce que c'est méchant. » Et j'ai aucun intérêt là-dedans, hein. Je suis totalement indépendant des industriels. Mais à chaque fois, accepter la complexité et penser sur ce projet aux matières humblement les moins mauvaises à utiliser, puisque la meilleure matière à utiliser, c'est quand on n'utilise pas de matière. Donc quelles sont les moins mauvaises à utiliser ? Avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle de matériaux, non pas que pour les matières, mais aussi pour les processus de production de ces matières, avec donc des définitions technologiques. Et je crois que vous avez amené un produit absolument impressionnant.
Oui, alors effectivement, quand on dit qu'on est matériaux et qu'on référence des matériaux, c'est beaucoup plus large que ça. C'est parfois des matières, parfois des semi-produits, parfois des techniques attachées à la matière, voire même des technologies matérielles. Et là, effectivement, je suis venu avec un petit dernier que j'ai reçu et que je trouve totalement extraordinaire. C'est de l'impression 3D, donc une technique d'impression relativement classique, mais à une échelle qui est une échelle totalement dingue. Parce que ici, alors vous le verrez très très peu, mais vous avez un tout petit poil qui est hérissé qui fait 1/10 de millimètre. Donc vous voyez déjà 1 millimètre, c'est pas beaucoup, 1/10 de millimètre, c'est vraiment rien. Et ce 10e de millimètre que moi je vois à peine, c'est en fait la reproduction du David de Michel-Ange, qui est normalement une statue qui fait quand même 5,17 m de mémoire, et là donc à cette échelle-là, et en cuivre, donc en métal. Donc c'est vraiment le nec plus ultra en matière d'impression 3D, ce qui intéresse énormément, bien sûr, tous nos membres, par exemple, de l'horlogerie, parce que ça leur permet, pour des cadrans, de faire des choses totalement dingues avec ce type de technologie. Donc voilà le petit dernier que je voulais vous montrer. Donc la matière, c'est du cuivre, ça n'a rien de particulier. Ce qui est extraordinaire, c'est la mise en forme du cuir à ce type d'échelle-là. Ah, c'est fascinant parce que là, de loin, je ne vois rien, mais si je m'approche... De près, moi, honnêtement, je vois rien. Attendez, j'essaye de prendre l'angle. Si on voit une sorte de petit... De petits poils, je crois qu'on peut dire. Voilà. Donc c'est absolument fascinant. Eh Merci, bien, Quentin. Je vous montrerai les photos. Vous verrez que ce n'est pas simplement un petit poil, c'est réellement le David avec sa fronde, avec ses cheveux, avec ses pieds, avec ses pectoraux. On voit tout, mais à une échelle totalement dingue. Formidable. Merci beaucoup, Quentin. C'est moi qui vous remercie. Un magazine proposé par France Éclat TV.